Bonjour à tout le monde. Moi aussi, je me réjouis de vous voir, même si c'est à distance. Et voilà, de vous présenter mes recherches sur ce nouveau sujet sur lequel je travaille depuis que je suis arrivée à l'Université de Lille. Voilà. Ouais. Alors, voici un peu brièvement le plan de la conférence. Je vais commencer un petit peu par vous expliquer au niveau du contexte ce qui m'a amené à travailler sur ces recherches. On va commencer par quelque chose que nous connaissons tous, qui est l'actualité, en fait. Évidemment, les confinements successifs qui ont lieu et qui ont provoqué la fermeture des institutions, des associations, des universités, font que, bien évidemment, la question du numérique n'a pas échappé à la pédagogie pour ces publics. Et aussi, notamment par rapport à la coupure, à la fracture numérique qu'il y a pu avoir avec ces publics. Mais aussi, en fait, ça date pas, on ne s'est pas intéressé au numérique avec ces publics juste par rapport au confinement. On s'est aussi intéressé au numérique parce que depuis 2015 à peu près, il y a un intérêt croissant pour la formation au numérique. On observe de plus en plus d'applications d'aide linguistique parce qu'on s'est rendu compte que les apprenants avaient un usage du smartphone de plus en plus massif. Et notamment, donc pour ceux qui connaissent éventuellement, mais par exemple TV5 Monde a développé une application pour faire des exercices d'auto-apprentissage en français. Le constat aussi à long terme, c'est que les enseignants de langue se sont rendus compte, moi par exemple dans ma pratique auprès des publics professionnels, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus des difficultés de lecture des plateformes institutionnelles qui étaient liées en fait non pas simplement à une question de fracture numérique, puisque l'accès au smartphone permet d'une certaine manière d'accéder à ces différentes applications des institutions, mais à ce qu'on appelle les difficultés de littératie numérique. Et il y a des habitudes numériques des apprenants qui sont déjà existantes, au niveau de l'usage du smartphone notamment, qui sont considérées comme informelles, non formalisées par les institutions. Et donc, il y a un conflit entre ces représentations qu'on a sur l'usage du numérique auprès des travailleurs migrants et bien évidemment au niveau des habitudes informelles qu'ils ont. Les problématiques de l'étude que nous menons actuellement à l'Université de Lille, donc je fais partie d'une équipe en tant que membre associé aussi qui s'appelle STL et donc qui travaille sur les questions notamment de littératie numérique auprès de ces publics, c'est quelles sont les difficultés numériques et quels sont les impacts sur leur insertion. En quoi les variations éducatives et les habitudes des apprenants jouent un rôle dans l'appropriation des connaissances et comment, en tant que formateur de langue, on peut répondre à ces difficultés de littératie numérique, que ce soit dans le secteur associatif et dans le secteur universitaire. Donc, l'étude que je vais vous présenter est d'une part dans le secteur universitaire et ensuite, je vous présenterai une autre étude qui a été menée dans le secteur associatif, avec des publics qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas les mêmes besoins, même si certains besoins de littératie numérique sont assez proches. Mais en tout cas, je vous présente le cas d'un public qui est majoritairement non scolarisé et un autre public qui a suivi des études dans son pays d'origine. Alors, au niveau des enjeux pour le public en exil, ce qu'on appelle littératie, j'aimerais revenir sur cette notion. La littératie, c'est vraiment, c'est pas en fait simplement le fait de savoir lire et écrire, mais c'est vraiment une perspective qui prend en compte les pratiques et ce que les individus font des textes et ce que ça signifie pour eux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre l'accent sur le transfert de compétences de la langue de référence, donc de la langue maternelle, vers la langue cible, avec une approche qui considère les compétences métalangagières, la lecture et l'écriture comme un ensemble, en fait. Et je reprends aussi la définition de l'OCDE qui est que en fait, les compétences littératies d'un individu,
c'est comprendre, évaluer, utiliser et s'approprier des textes écrits pour participer à la société, réaliser ses objectifs et développer ses connaissances et son potentiel. Cette notion de littératie, elle a bien évidemment évolué. On observe un certain nombre de différents types de littératie, donc je ne vais pas toutes les décliner parce qu'en fait, elles s'entremêlent et en fait, ça ne ferait pas sens de vous décliner la littératie professionnelle, la littératie administrative. Il y a beaucoup de dénominations. Mais depuis 2007, on s'intéresse vraiment à cette notion de translittératie, qui est comme le décrit Thomas, en fait, une capacité à exploiter à des fins de lecture et d'écriture et de communication une variété d'outils et de supports. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, l'écrit, il comprend aussi les différents supports numériques, que ce soit l'ordinateur, le smartphone, les différentes interfaces. Il y a une multiplicité d'objets qui fait en sorte qu'on observe comment on peut s'approprier ces différents objets de savoir. Dans le monde très connecté dans lequel nous vivons, ce qui s'est bien évidemment renforcé avec la pandémie, se pose aussi la question dans les formations en langue de s'intéresser à ces outils-là et notamment en ce qui concerne prioritairement l'insertion administrative, mais aussi l'insertion universitaire et l'insertion sur le milieu du travail. Je reviens sur un outil qui s'appelle DigiComp. Donc, en fait, c'est un outil européen en fait, qui s'appelle le référentiel européen des compétences numériques pour les citoyens, qui n'est pas spécifiquement destiné aux apprenants allophones. Il est destiné à tout apprenant qui soit du milieu scolaire, du milieu professionnel. Et en fait, ce référentiel catalogue en fait les différentes compétences en littératie qui existent. On observe donc il y a 21 grandes compétences, mais en tout cas, elles sont réparties en 5 familles qui sont la littératie de l'information et des données, la communication et la collaboration, la création de contenu numérique, la sécurité et la résolution de problèmes. Donc, en fait, le référentiel fonctionne par paliers, un petit peu comme ceux qui sont familiers avec le cadre européen commun de référence pour les langues, fonctionne par un palier de niveau en langue. Voilà, on peut aussi croiser les niveaux de littératie numérique. Ce référentiel existe en anglais, il n'existe pas en français, donc j'ai traduit notamment le niveau de compétences nécessaire à l'insertion à l'emploi. Donc on voit qu'au niveau de base, avec des conseils, je peux identifier mes besoins d'information, trouver des données, trouver comment accéder à des données. A contrario, à un niveau avancé, je me situe en fonction de mes propres besoins et ceux des autres. Donc, je sais identifier des contextes complexes, adapter ma stratégie de recherche pour trouver des données, expliquer comment accéder à ces données. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une verbalisation derrière en cas de problème. Donc, on voit vraiment le gouffre en fait, entre le niveau basique et le niveau avancé. Si on le transpose dans le scénario professionnel, on est vraiment au début avec l'aide d'un conseiller en emploi, alors que dans le dernier niveau, on est vraiment sur, voilà, je peux partager mes conseils sur la recherche d'emploi, je peux naviguer entre différentes plateformes, donc que ce soit les offres d'emploi, les blogs, les wikis, voilà, enfin, j'ai vraiment un panel, j'arrive à transposer toutes mes connaissances entre les différentes plateformes. Mais donc, on se rend bien compte qu'obtenir une information, ça relève pas simplement d'un clic, mais de savoir naviguer sur des plateformes qui peuvent différer en fonction des appareils. C'est-à-dire que les fonctionnements ne vont pas du tout être les mêmes à partir d'un smartphone qu'à partir d'un ordinateur ou même d'une tablette. Et le niveau avancé ne nécessite pas simplement la maîtrise en fait, du français, une maîtrise avancée du français, mais ça nécessite de comprendre les enjeux de l'information, ce qui fait bien évidemment partie des compétences littératies. Donc ici, je reprends une étude canadienne qui a été faite par Calonne et une autre enquête de France Terre d'Asile en 2014 qui répertorie en fait les habitudes numériques du public en exil.
Donc, on observe différents usages du numérique, donc notamment la recherche d'informations pour se repérer dans les démarches administratives, ce qui est en fait ce qui est un peu le nerf de la bataille pour l'insertion, donc avec l'utilisation des moteurs de recherche, avec voilà, l'utilisation des groupes Facebook aussi. Bien évidemment, rester en contact avec la famille. Je ne sais pas si vous avez lu cette bande dessinée qui s'appelle «L'Odyssée d'Hakim», où en fait, Fabien Toulmé raconte la traversée en fait, d'une famille syrienne. Et en fait, on voit que l'usage du smartphone est vraiment essentiel pour rester en contact avec la famille et qu'à certains moments donnés, ça va déterminer en fait la succession du parcours, la mise en réseau, notamment avec les passagers, les passeurs clandestins. Donc en fait, c'est bien évidemment indispensable. Le smartphone est bien évidemment indispensable pour le contact avec la famille. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des usages, en fait, qu'on sache, voilà, qu'on sache lire ou écrire, ou qu'on ne sache pas lire ou qu'on ne sache pas écrire. Il y a vraiment des usages informels du type, alors, bien évidemment, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a Skype. Il y a des réseaux qui apparaissent de plus en plus sécurisés, puisque en fait, il y a aussi une question de traçabilité. Enfin, il faut éviter de laisser des traces aussi pour d'autres raisons. Donc voilà, on observe ces différents types d'usages informels. Il y a bien évidemment la volonté de chercher à retrouver des communautés par le biais des groupes Facebook. Maintenant aussi de plus en plus des groupes WhatsApp qui sont de plus en plus sécurisés aussi, contrairement à Facebook qui peut retrouver des données, même si on sait que WhatsApp appartient à Facebook. De la même manière, en fait, il y a quand même cette idée que par WhatsApp ou par Telegram, les informations sont davantage en circuit plus fermé que sur des réseaux sociaux publics, en fait. L'apprentissage du français, comme j'en ai parlé en introduction, donc l'Alliance française de Paris, par exemple, a aussi mis en place une application, Apifleu. Peut-être certains d'entre vous utilisent aussi Trello avec ce public. Notamment aussi pour des raisons pratiques, puisqu'on sait que, en fait, comme il n'y a pas forcément accès à un ordinateur, mais accès à un smartphone, l'apprenant peut continuer à apprendre le français de manière indépendante. Le fait d'assurer son employabilité, donc rechercher des emplois sur des applications, même si en fonction des institutions, les applications ne sont pas toujours mises en place pour fonctionner sur le téléphone portable. Ça se fait de plus en plus parce qu'on se rend bien compte aussi de l'usage des smartphones, mais ces applications ne sont pas toujours optimales et ça nécessite, par exemple, à plein d'aspects, un haut degré de littératie numérique. Et bien évidemment, trouver de l'aide juridique ou au logement, quoique celle-ci se fait plus par des réseaux qui ne passent pas forcément en fait, par le numérique, mais qui passent plus par le bouche à oreille. Bien évidemment, avec le confinement, ces pratiques se sont aussi transformées. On observe, et là, donc, par rapport à cette étude, donc, du coup, notre équipe de recherche s'est aussi intéressée à 2 types de profils d'apprenants que je vais vous présenter dans 2 études différentes. Donc, ceux et celles qui utilisent le smartphone avec des applications du type WhatsApp. L'idée, c'est de rester en contact avec la famille. On observe dans ces profils qu'il y a des difficultés à utiliser des interfaces administratives et professionnelles. Souvent, il s'agit de personnes au-dessus de 45 ans, dont le niveau d'études n'atteint pas systématiquement le lycée, et le niveau, c'est corrélé avec le niveau de français, puisque le niveau de maîtrise de la langue est débutant. Et il s'agit de plus en plus de réfugiés itinérants qui ne sont pas encore statutaires. Et de l'autre côté, on observe ceux et celles qui utilisent des réseaux sociaux, des groupes de communauté sur Facebook. Il y a aussi des utilisations de WhatsApp, mais c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont davantage, qui ont des avantages, qui ont des habitudes du numérique un peu plus imprégnées par l'intermédiaire notamment de leurs études et du cadre professionnel. Dans le pays d'origine, le niveau de maîtrise de la langue est plus élevé. Majoritairement, ce sont des hommes jeunes. Les femmes sont minoritaires dans ce type de profil et il s'agit davantage de réfugiés statutaires. Les problèmes littératiques de ces apprenants, il faut les distinguer de la fracture numérique, même si à certains moments donnés, c'est corrélé. C'est-à-dire que
les problématiques qui sont liées à l'emploi ou à l'insertion académique. Les apprenants sont quand même sensibilisés aux outils numériques comme le smartphone, mais selon les profils, ils restent quand même en marge en ce qui concerne l'utilisation de l'ordinateur. Alors, ceux qui ont évidemment fait des études dans leur pays d'origine et qui arrivent dans le pays d'accueil ont un passif de littératie numérique. Il y a des compétences numériques, il y a ce que Nicolas Guichon appelle la culture numérique, qui est déjà présente dans les usages antérieurs, mais il y a effectivement besoin d'une réactualisation et d'une adaptation aussi aux différentes plateformes. C'est ce qui fait la différence, puisque dans le pays d'origine, il n'y a pas forcément toujours des plateformes dans les universités. Mais en tout cas, il y a une mémoire passive en fait, de certaines compétences littératiques numériques. Alors que, en fait, dans les profils que je vous ai décrits là précédemment pour les personnes qui ont davantage plus de 45 ans, il y a des usages du quotidien reliés au numérique, mais qui ne sont pas les mêmes et qui en fait ne sont pas toujours utilisés dans les activités avec les apprenants, notamment au niveau du français. Et ce genre de profil a aussi beaucoup plus de difficultés à utiliser les interfaces administratives, notamment parce qu'ils restent souvent en marge en ce qui concerne l'utilisation de l'ordinateur. Je vous présente un premier dispositif qui a été mis en place à l'Université de Lille. Alors, il faut savoir que donc à l'Université de Lille, il y a eu au début un diplôme universitaire et puis ça s'est transformé en parcours passerelle parce qu'en fait, il n'était pas, pour des raisons institutionnelles, pas forcément toujours possible de formaliser ce diplôme. Donc, maintenant, c'est devenu un dispositif passerelle. Et au niveau de la méthodologie, donc on a procédé à une première enquête 3 semaines après le début des cours. J'oublie de préciser en fait que en fait, chaque année, il y a environ une centaine d'étudiants qui passent par ce dispositif. Alors certains sont redirigés ou soit directement dans les études lorsqu'on considère que le niveau de français est de B2, puisqu'en fait, à l'université française, il faut obtenir le niveau B2 pour rentrer dans une filière. Et en fait, ensuite, il y a un parcours avec des apprenants qui, bien évidemment, ont besoin d'une remise à niveau en français, qui arrivent peut-être avec, enfin, bien souvent dans les cas, avec un niveau A2, et des apprenants qui, en fait, ont vraiment un niveau A0 de français. Et par contre, le parcours d'insertion est plus long, c'est-à-dire que l'université met en place un dispositif sur 2 ans. Donc l'enquête que nous avons faite, elle a eu lieu 3 semaines après les premiers cours. Les entretiens sont dirigés, donc on a fait une enquête avec un questionnaire, mais aussi accompagné d'entretiens dirigés. On a observé des interactions dans l'atelier numérique parce qu'en fait, il y avait déjà un petit atelier numérique qui était mis en place par des bénévoles. Et pour aider, parce que bien évidemment, sur le tard, on se rend bien compte que voilà, il y a des difficultés. Donc, c'est vraiment l'idée de faire en sorte qu'on intervient pour trouver une solution d'urgence. L'idée, c'était de formaliser aussi les apprentissages numériques et de les corréler en fait au dispositif universitaire, c'est-à-dire de montrer vraiment que le numérique a un impact en fait dans la réussite universitaire, mais qu'en fait, il n'est pas à extraire des autres compétences universitaires des apprenants. Donc, l'idée était de créer un référentiel de littératie numérique et de mettre en place des nouveaux ateliers numériques pour en fait coupler ces ateliers de réussite numérique avec la réussite académique. Donc, ces ateliers ont démarré cette année, ils ont démarré l'année dernière, fin de l'année dernière, lorsque ça a pu reprendre en présentiel. Et donc, en fait, ils concernent cette année une vingtaine d'étudiants qui ont un niveau B1 au minimum. Au niveau du positionnement didactique, donc, il y a vraiment cette importance de dire que le numérique, il est contextualisé dans un univers académique. C'est-à-dire qu'on part sur une démarche de français sur objectif universitaire qui est
que l'apprentissage du numérique, l'apprentissage du français, l'apprentissage des compétences universitaires sont vraiment en lien et que le numérique, c'est un outil. Évidemment, ça conditionne dans les faits la réussite des étudiants pour les raisons que je vous exposerai après, mais que ce n'est pas la solution de réussite primordiale chez les étudiants. Et l'idée, c'est de dépasser la simple formation au numérique et de voir que les habitudes, en fait, elles s'acquièrent dans un contexte académique et dans un contexte bien situé. On est parti bien évidemment sur la participation active des apprenants et le lien, et ça c'est très important, le lien avec les autres institutions et départements pour une cohérence pédagogique, c'est-à-dire qu'en fait, un étudiant qui va rentrer en licence d'économie, forcément, on va s'intéresser à son parcours en économie et il y a toute une enquête de dialogue avec les enseignants pour voir quels sont les besoins numériques appliqués en fait à la licence d'économie. Il y a, donc ça, je l'ai mentionné en introduction, mais il y a une évolution sociétale des difficultés de littératie. C'est-à-dire que Caron définit en fait que le distanciel fait apparaître du bricolage pédagogique. Alors évidemment, le bricolage pédagogique, il ne le voit pas dans un sens négatif du terme, c'est-à-dire que le bricolage pédagogique, ça permet aux enseignants d'expérimenter des choses, ça permet aussi de faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire. C'est aussi, voilà, ça permet d'éviter un petit peu de dépasser un petit peu le conditionnement et d'apprendre à manier des interfaces dans l'urgence et de développer d'autres compétences en fait dans l'enseignement. Ces questions-là, donc moi je suis arrivée en septembre 2020 à l'université, ces questions-là se posaient déjà lors de la première pandémie. Et donc en fait, l'université s'est retrouvée à devoir former à distance les apprenants en exil, à devoir aussi faire une collecte d'ordinateurs parce qu'il n'y avait pas assez d'ordinateurs pour tout le monde. Donc ça a été très compliqué pour eux de mettre en place des formations à distance. Bien souvent, en plus, les apprenants n'avaient pas avaient accès uniquement à leur téléphone avec un forfait Internet très réduit. Donc, ça a été très, très, très compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, le service des apprenants en exil a vraiment essayé de mettre en place un dispositif d'urgence dès septembre 2020 pour accéder aux ressources pédagogiques en distance et d'obtenir un format hybride. Donc, ils ont obtenu des autorisations en fait, pour quand même former au numérique, ce qui n'était pas évident à obtenir, mais en fait, en prenant en compte qu'il y avait urgence et que ça conditionnait vraiment la réussite académique. L'année 2021-2022, on l'espère, retour au présentiel, mais aussi une difficulté supplémentaire qui est la multiplicité des interfaces, c'est-à-dire de devoir se retrouver alors qu'on n'a pas commencé ses études en présentiel, de devoir naviguer entre le présentiel, les ordinateurs de l'université avec des logiciels particuliers qui sont bridés par l'université, qui ne sont pas forcément accessibles pour certains à distance, et l'ordinateur personnel, et aussi de composer avec les habitudes qu'on a eues sur le smartphone. Donc voilà, ça marque vraiment une multiplicité de tout ça, et donc du coup une difficulté supplémentaire à développer ses compétences en littératie numérique. On a fait une première enquête auprès des enseignants aussi. Donc, on a couplé une enquête auprès des apprenants avec une enquête auprès des enseignants. Donc, sur 7 enseignants interrogés qui sont de disciplines différentes, on leur a demandé quels étaient les critères d'un bon devoir rendu sur ordinateur. Donc, on voit différentes réactions. Donc, un devoir qui est propre et bien mis en page. Et en fait, on voit que tous ces éléments-là que je vous cite, donc j'attends de l'étudiant de corriger la syntaxe et les fautes d'orthographe tout seul. Alors ensuite, lorsqu'on a dialogué avec l'enseignant, pour lui, c'était utiliser les traducteurs automatiques, utiliser la correction, savoir utiliser plein d'outils divers qui nécessitent encore une fois des compétences de littératie numérique assez élevées qui évidemment sont corrélées au niveau de français, mais pas que. Je fais attention au plagiat, mémoire qui cite des références correctement, un devoir structuré et organisé. Et donc, en fait, tout ça, ça conditionne aussi
et ça influence la note que l'enseignant va mettre au devoir, en fait, même si il peut respecter les critères académiques qu'il a mis en place. Un devoir qui va pas être considéré comme propre ne va pas, enfin, il y aura un impact sur la note de l'étudiant. Et donc, du coup, on leur a également demandé quelles sont les pratiques requises par l'institution qui conditionnent une réussite étudiante. Donc, bien évidemment, la première chose qui a été citée, c'était Moodle, l'utilisation aux ressources de la bibliothèque universitaire, d'aller chercher l'information sur d'autres plateformes. Donc, on a essayé un petit peu de pousser l'enseignant à nous expliquer un peu ce qu'il entendait par d'autres plateformes. Donc, il a cité les différentes applications de la BU, mais aussi de savoir suivre l'actualité de la discipline, notamment en droit. Donc, on a couplé cette enquête avec une enquête faite auprès des apprenants, avec des entretiens qualitatifs, en leur demandant des précisions sur les réponses qui ont été données. Donc, on voit que les outils, notamment, ce qui nous a intéressé, c'était la prise de notes. Déjà parce que, en fait, c'est de plus en plus, les apprenants utilisent de plus en plus l'ordinateur pour prendre des notes. Et ces apprenants-là, en tout cas, les 20 apprenants qu'on a interrogés en 2021, voilà, pour eux, c'est vraiment c'est retour au cahier. C'est pourquoi? Parce qu'ils écrivent plus vite sur le cahier, parce que dans l'université, il y a des habitudes, l'université d'origine, ils utilisent le cahier. Et en fait, la seule raison pour laquelle ils utilisent l'ordinateur ou le téléphone, c'est pour enregistrer l'enseignant et pour pouvoir reprendre les cours après, ce qui leur demande un temps considérable en fait, de reprise de notes. En fait. Et donc, en fait, peu d'entre eux, quand même, utilisent le téléphone, sauf si c'est pour enregistrer, en fait, justement, l'enseignant. Ils se servent du téléphone pour enregistrer l'enseignant. La difficulté qui a été la plus notée, c'est par exemple par rapport donc, à une compréhension des consignes données par les enseignants. Voilà, après, ça dépend toujours ce qu'on met par comprendre. Mais en tout cas, il y a plus une difficulté au niveau de suivre, de gérer en fait la multimodalité. C'est-à-dire que pour les apprenants en exil, donc c'est difficile de prendre des notes sur ordinateur et d'écouter l'enseignant en même temps. C'est difficile aussi voilà, donc il y a la vitesse de parole de l'enseignant, c'est aussi pour ça que le niveau B2 est requis, mais ce qui est le plus dur pour eux, c'est vraiment l'enseignant de se rendre compte qu'en fait, l'enseignant dit quelque chose qui n'est pas écrit sur le PowerPoint et rajoute des informations supplémentaires avec une polyphonie des discours. Donc, en fait, ils ont du mal à se repérer parmi tous les indices que l'enseignant donne et en fait, qu'ils comprennent que ça conditionne leur réussite étudiante. Le manque d'information, parce qu'ils ne savent pas où chercher l'information, parce qu'il y a une difficulté à suivre aussi, à identifier quand les enseignants mettent du contenu sur Moodle. Et en fait, pour eux, il y a vraiment une perte de temps à rassembler les diverses informations. Au niveau de l'utilisation des logiciels et des interfaces, il y a une grande difficulté à utiliser les logiciels de Word pour rédiger, à rendre les activités pour Moodle et notamment, peu d'entre eux consultent le catalogue de la bibliothèque en ligne pour en fait aller chercher des informations supplémentaires à celles qui leur sont données en cours. Une des difficultés, c'est vraiment l'utilisation de Moodle et ce n'est pas simplement une difficulté liée à une difficulté technique, ce n'est pas simplement une difficulté technique, c'est aussi une difficulté de savoir où déposer l'activité. Un des apprenants qu'on a interrogé nous a dit « je ne sais pas où il faut déposer mon devoir, j'envoie par mail, l'enseignant n'est pas content ». Donc, il y a quand même un ressenti du fait que ce n'est pas ce qu'il faut faire et et une peur aussi que ça puisse conditionner, bien évidemment, la note. Et ce qu'ils ont compris, en tout cas, c'est qu'il faut être très autonome pour chercher l'information
Et être autonome, ça nécessite que les compétences littératies numériques soient vraiment complexes. Et ah oui, cet indice n'est pas forcément toujours corrélé au niveau de langue. En fait, les apprenants qui nous ont répondu sur il faut être très autonome pour chercher l'information, c'est des apprenants qui ont un niveau de français au minimum du B2. Je vais vous montrer, donc en fait, suite à ça, on a analysé 3 ateliers pédagogiques qui ont été mis en place par donc cet enseignant. Je ne sais pas si on voit ma petite souris en même temps, mon petit curseur. Donc l'enseignant est ici. On est dans une salle TIS, dans une salle informatique. Et donc en fait, cet enseignant est un enseignant qui n'est pas disciplinaire. Donc c'est un enseignant qui donne des ateliers numériques la plupart du temps bénévolement, aussi dans les associations. Et donc, en fait, on a porté un intérêt aux réponses aux questions des apprenants parce qu'on a voulu s'intéresser à quelle était la conception de l'enseignant et les difficultés d'appropriation du numérique. Alors, attendez, je navigue entre les différentes plateformes. Alors. Aussi. Alors, le problème, c'est que... Monsieur, Oui, la dernière rencontre, on a fait la première prise de rencontre avec Madame Luis. Ils nous ont dit que si on devrait se connecter pour chercher un document, je suis Lillocat, catalogue des bibliothèques. ouais, Lillocat. Alors, mais, après, il y a un truc, c'est plus mon expérience personnelle, c'est les gens dans les bibliothèques, ils sont assez bien formés et ils sont assez compétents. Et moi, j'ai tendance à demander à un bibliothécaire, parce qu'ils ont parfois beaucoup plus que nous. Alors, c'est bien, hein, si vous cherchez un ouvrage en particulier, vous savez quoi, mais moi, j'ai tendance à demander au personnel des bibliothèques. Mais sinon, pour trouver le catalogue, c'est Lillocat, le catalogue des bibliothèques. Par contre, je me souviens plus que c'est celui-là. En fait, j'ai oublié de cliquer dessus. Donc, ça marche si tu cherches un livre, hein. C'est pas évident. Hein. C'est un métier bibliothécaire. Là, en fait, il trouve un petit peu ce qui correspond, mais il fait ce qu'il peut. Là, tu vois, par exemple, quand vous utilisez Lillocat, le problème, c'est de mettre de la précision. Par exemple, optique, par exemple, L1, L2 ou L3, par exemple. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose ouais, non, c'est pas classé par licence. Ou alors, ouais. Moi, j'ai tendance à demander aux documentalistes. Donc voilà, donc en fait, ce qui nous intéressait particulièrement au niveau de cette vidéo, c'était de voir en fait la conception qu'avait l'enseignant, en fait les implicites qu'il donne aux apprenants pour pouvoir donner des clés pour aller ou soit plus rapidement ou faciliter les choses. Évidemment, donc les choses qu'on a relevées, c'est j'ai tendance à demander aux bibliothèques directement, il va plus vite que nous, c'est pas évident. Le problème, c'est de mettre de la précision, c'est pas classé par licence. Quand tu cherches un auteur précis, ça va. C'est pas un moteur de recherche. Et donc, on voit vraiment qu'il encourage à alterner l'information à distance et en présentiel, bien sûr, lorsque c'est possible. Alors, dans ce cas-là, les bibliothèques étaient ouvertes. Donc, en fait, il y avait à ce moment-là, les bibliothèques étaient ouvertes sur créneau, mais en tout cas, il y avait vraiment cette idée d'alterner en présentiel. En tout cas, on voit aussi que ce que l'étudiant a retenu, c'était le nom du logiciel.
Après, on se rend compte aussi du décalage entre l'enseignant et l'étudiant, et qu'il y a un décalage aussi au niveau de l'ILOCAT. Voilà, enfin, il y a différentes plateformes. L'enseignant se souvient aussi d'une autre plateforme. Il a du mal aussi à repérer les différents usages de ces plateformes. Je souhaitais aussi vous montrer donc l'idée aussi était de faire un travail, cet enseignant a fait un travail avec eux sur l'écrit numérique, et donc il y a eu une séance à un moment donné sur comment faire un bel, enfin ce qu'il considérait comme un bel écrit numérique, et ça recoupe un petit peu l'enquête qu'on a faite avec les enseignants. Donc attendez, voilà. Donc ça va être la deuxième vidéo, voilà. Alors, Très automatisés qui pourront vous servir quand vous allez faire des rapports et des mémoires. Donc là, je vous donne un petit peu les bases pour comprendre après ce qu'on va faire. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres choses possibles. Par exemple, on peut changer l'alignement. Donc, regardez là, le dessin, en fait, on peut s'aligner à droite, on peut s'aligner au centre, et on peut s'aligner justifié. Alors, justifié, c'est les professeurs, ils aiment beaucoup, parce que vous voyez, c'est très drôle. Alors, moi, par contre, j'aime pas du tout. C'est peut-être que j'ai l'esprit un peu trop artiste, mais en fait, quand vous faites des documents et que vous prenez justifié, bah, ça fait très carré, ça fait propre. C'est tout bête, hein, c'est une chose à savoir, quoi. Quand on écrit en justifié. Dans ce même tableur, on fait tout ça. Pardon? Dans ce même tableur. Alors, oui, en fait, tu as plusieurs onglets. Les onglets, c'est ça, ici, là, vous voyez? je vais... donc, au niveau de cet exemple, on peut voir que l'enseignant, en fait, montre... Enfin, voilà, donc l'idée, c'est de faire des documents le plus beau possible. Les professeurs, ils aiment beaucoup parce que c'est très droit. Quand on écrit en justifié, enfin, il y a vraiment cette notion qu'un beau document, c'est un document écrit en justifié. Mais en tout cas, il essaie de donner des clés. Et par la suite, une des remarques qu'on a notées, c'est on va essayer d'aller vers des choses automatisées quand vous allez faire des rapports et des mémoires, donc pour faciliter en fait les usages du numérique. Donc ça a mené à des ateliers à la création d'un référentiel, donc qui a de ces ateliers numériques, qui a lieu 12 heures par semaine, 15 personnes par groupe. Et ce qui était important pour nous, c'était l'intervention des différents pôles de l'université et la familiarisation avec les différents acteurs. Je vous montre 3 exemples de modules assez brièvement. Ce référentiel sera disponible bientôt en ligne pour ceux qui souhaitent aller voir, on le mettra publiquement en ligne. Donc, le premier module concerne principalement l'identité numérique, avec des mises en situation. Donc, c'est le service des étudiants en exil qui gère ce module. Ensuite, communiquer avec l'enseignant. Donc, c'est un enseignant disciplinaire qui en fait va travailler sur les relations avec l'enseignant, puisque la relation avec l'enseignant passe en présentiel, mais bien évidemment aussi par mail. Avec, dans ce module, on a mis une grosse composante culturelle qui est savoir hiérarchiser les informations, prendre contact avec les différents services. Et le module numéro 3 concerne les écrits universitaires, donc rendre un devoir, faire des recherches pour un écrit universitaire, et aussi, bien évidemment, l'entraînement à l'oral. Le deuxième dispositif que je vais vous présenter est un dispositif qui s'appelle Migrafleu, qui est là et plus utile, et une école expérimentale faite avec l'Union française de la jeunesse à Lille, qui est une association. Et donc là, pareil, on a voulu s'intéresser aux apprenants qui n'étaient, donc certains dans le groupe étaient, donc il y avait 22 apprenants. L'un d'entre eux simplement était scolarisé, mais les autres n'avaient pas été scolarisés ou peu scolarisés. Donc, aux difficultés de littératie numérique s'ajoutaient les difficultés de littératie classique. Et l'idée, c'était en fait aussi de profiter de faire des ateliers numériques pour coupler en fait
non pas cette fois-ci l'insertion académique, mais les tâches situées à l'insertion à l'emploi. L'idée à terme était de créer un canevas d'atelier professionnel avec l'intégration du numérique dans des séances spécifiques et aussi de créer une application à utiliser sur le téléphone portable qui, en tout cas, consiste à un petit support en autonomie, que ça fait pas, le numérique ne fait pas les choses à la place de l'apprenant, c'est-à-dire que vraiment, on le voyait comme un petit cahier numérique de lexique spécialisé et des capsules vidéo pour, en fait, expliciter les démarches administratives. Donc, vraiment des capsules didactisées. Les exemples de pratiques numériques des apprenants éloignés de l'écrit. Donc, je le rappelle, il y avait WhatsApp Messenger, l'utilisation des tutos sur YouTube, principalement les apprenantes de plus de 40 ans, elles utilisaient des tutos sur YouTube pour regarder des recettes de cuisine, aussi de la couture, mais il y avait aussi des aspects mécaniques, notamment pour réparer des choses. Et en fait, tout ça, sans connaissance de lecture. L'utilisation du traducteur automatique pour s'exprimer. Alors, voilà, c'est pas forcément... il y avait cette idée de... voilà, j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont vu les apprenants utiliser ces traducteurs automatiques. C'est-à-dire que sur Google, vous avez vraiment cette fonction... je vais peut-être la... Ouais, bon, je vous laisserai peut-être regarder ça en autonomie, mais donc en fait, le traducteur sur Google, c'est vraiment, on dit un mot, donc on n'est même pas obligé de l'écrire, on le dit avec la fonction micro, et en fait, ça le traduit dans la langue cible. Alors évidemment, on se pose des questions sur la traduction, mais en tout cas, ça permet de communiquer de cette manière-là, et dès qu'il y a une incompréhension avec un interlocuteur, au niveau de l'usage, l'apprenant nous dit, bah voilà, j'utilise le traducteur automatique. L'utilisation de Snapchat, en fait, même pour des apprenants de plus de 40 ans, il y avait l'utilisation de Snapchat pour éviter de laisser des traces. Alors bien souvent aussi parce qu'il y avait cette volonté d'envoyer des nouvelles à la famille, à des personnes un peu plus jeunes, mais il y avait quand même une utilisation informelle de ces outils-là, quoi. Et des utilisations, des applications pour apprendre le français, mais alors principalement pour ceux qui avaient un niveau A2, parce que pour les autres apprenants, ça leur semblait complètement inaccessible. Je voudrais revenir sur les attentes des institutions et les prérequis littératiques, et je vais vous donner 2 exemples bien concrets pour montrer en fait la multiplicité des composantes littérastiques qu'il faut pour faire une démarche administrative. Donc notamment la compréhension de la littératie administrative qui est propre à chaque institution, donc la caisse de chômage, la caisse d'allocation familiale, le service public des impôts, la connaissance et le lien entre les dispositifs institutionnels, le repérage du schème de l'interface. Donc, est-ce que l'interface fonctionne de la même manière sur l'ordinateur et sur le téléphone ? Le fait qu'il faut multiplier tout ça par la création d'un compte. Donc, avant d'utiliser cette interface, il faut quand même avoir un certain nombre d'informations qui passent par l'écrit. Donc, l'utilisation aussi de la fonction de télécharger des justificatifs, d'aller les chercher dans sa boîte mail ou de les avoir en copie sur son téléphone. L'obtention aussi ou la mémorisation des données personnelles, le fait d'avoir déjà des identifiants et des mots de passe avant d'aller sur la plateforme, des numéros d'allocataires, donc avec un fort degré de littératie numérique, la maîtrise en soi de l'outil informatique et aussi de l'imprévu en utilisant des interfaces diverses, c'est-à-dire lorsqu'on a oublié son mot de passe, comprendre les étapes sécuritaires, parce que des fois, on utilise l'ordinateur, mais en fait, on utilise aussi le smartphone pour valider certaines choses et pour confirmer des informations. Et notamment, le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était les prérequis littératifs pour la recherche d'emploi ou de formation. Donc, la compréhension du marché du travail, qui passe par l'organisation, les plateformes, les documents de Pôle emploi, comprendre une procédure formelle, comment on s'inscrit sur un site de Pôle emploi, la procédure des rendez-vous, s'inscrire sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a formel et informel, mais il y a ce que l'institution propose pour trouver du travail et il y a en fait ce qui est réellement le fait de devoir passer par différentes plateformes.
Et bien évidemment, ce qui a focalisé aussi notre attention, c'est l'importance de l'écriture de la lettre de motivation et du CV, et donc évidemment comprendre les degrés d'écriture, mais aussi la mise en page. Le positionnement didactique qu'on avait là, c'était vraiment favoriser les apprentissages informels afin de rassurer les apprenants, donc d'utiliser des compétences qu'ils avaient de manière informelle et de faire des passerelles avec les compétences formelles demandées par les institutions, notamment l'utilisation des plateformes, mais aussi des écrits professionnels, et utiliser justement ces outils qu'ils utilisent au quotidien pour passer progressivement à un apprentissage sur ordinateur, donc d'utiliser des passerelles entre des fonctions du téléphone et des fonctions de l'ordinateur. Et bien évidemment, d'utiliser une dynamique de groupe et en fait, bien évidemment, d'adapter des interfaces utilisateurs pour qu'elles soient aussi disponibles sur ordinateur et smartphone, ce qui était le cas de l'application qu'on souhaitait créer. Les difficultés qui avaient lieu lors de l'atelier CV, les propositions de solutions qu'on a mises en place, c'était, donc on a observé des difficultés à utiliser les interfaces pour créer un CV, parce qu'en fait, donc l'organisme Pôle emploi a des simplifications pour rentrer les informations pour ensuite créer un CV automatique. Et on a utilisé cette fonctionnalité pour utiliser la facilité graphique, afin que les apprenants puissent être rassurés par rapport à ça et puissent quand même utiliser ces fonctionnalités. Notamment aussi repérer des informations et aussi faire un appel téléphonique pour obtenir des informations, donc d'utiliser les messageries WhatsApp pour se laisser des messages et créer des jeux en fait pour faire en sorte qu'ils puissent être plus à l'aise à l'oral. On a transposé en fait les différentes compétences littératiques en différentes activités. Donc, c'est-à-dire que pour la capacité à utiliser un ordinateur, on a utilisé le fait que les apprenants savaient déjà utiliser des tutos. Donc, en fait, de leur montrer la passerelle entre les tutos sur le téléphone et les tutos sur l'ordinateur, puisque aussi pour utiliser des plateformes, il y a aussi des tutos qui sont mis en place. Le fait de naviguer des informations, donc de chercher, alors on a accès sur sur se repérer notamment, comment on utilise Google Maps pour se repérer. Il y a des écrits sur Google Maps, il y a de la signalisation, il y a aussi de la projection qui permet en fait de voir où on se situe concrètement, et donc on l'a couplé avec des exercices de repérage avec des jeux de pistes notamment. Et aussi, ce qui a été une activité que je peux vous citer qui a bien marché aussi, c'était le fait d'enregistrer une vidéo à partir du smartphone pour en fait jouer avec les compétences créatives et générer par exemple un petit film où on n'a pas fait le podcast comme on le souhaitait, mais en tout cas, on a créé des petits courts-métrages pour bien évidemment les rassurer sur le fait que les compétences littératie numérique étaient déjà présentes. Donc, on a créé une application qui est encore en test. L'informatique, c'est toujours plus compliqué qu'on ne le pense. Et donc, en fait, l'application, elle servait à réduire la double insécurité qui était à la fois linguistique et numérique des apprenants, en les rassurant sur leur utilisation des outils et en valorisant les connaissances informelles, et de passer d'une interface à une autre. Et l'idée était aussi d'en faire un petit cahier avec, un petit cahier numérique, on a appelé ça cahier numérique, mais pour l'apprentissage du lexique de spécialité avec en fait le mot écrit, le mot en fait prononcé et une image du mot pour jouer avec les différents supports. Voilà, donc je vais passer aux conclusions didactiques. Donc, il y a la question voilà, on aimerait un petit peu plus approfondir les choses sur la question de l'évaluation implicite dans l'écrit numérique, où il y a un vrai paradoxe entre l'évaluation implicite et les institutions qui n'ont pas formé toujours à la littératie de ces écrits. Les confusions entre la fracture numérique, donc la représentation qu'on se fait, où on forme les apprenants en exil au numérique, alors qu'en fait, il y a un besoin quand même de dépasser juste cet accès à l'ordinateur. Et notamment, il y a des institutions qui vont, bien évidemment, c'est aussi nécessaire, mais faire en sorte que les apprenants aient des ordinateurs,
mais sans formation forcément derrière. Le numérique, ça permet aussi de rapprocher de l'écrit des publics qui sont éloignés, notamment par des pratiques informelles et de production du numérique. Et donc, ça veut dire que, comme le mentionnent Silva et Brougère, de travailler sur un continuum entre formel et informel dans la classe de langue. Et voilà, et bien évidemment, d'engager les participants, les apprenants, dans la création de ces outils en fonction de leur vécu d'utilisateur et non pas sur une représentation qu'on a de leur vécu d'utilisateur.